Merci beaucoup Monica et merci à l'équipe de futur.ch pour cette invitation qui m'honore beaucoup. C'est la première conférence que je fais, première vidéoconférence que je fais. Donc voilà, c'est un grand privilège pour moi et merci pour les internautes qui sont là, qui nous font l'honneur d'assister en direct à ce moment. Je vais me présenter courtement, si vous me le permettez. Je suis suisse, marié à Jocelyne. Nous avons quatre enfants, adultes, cinq petits-enfants, et j'ai un parcours professionnel assez atypique. J'ai eu une première formation de mécanicien sur auto que j'ai menée à terme, et puis ensuite j'ai bifurqué dans la musique, dans la batterie, jazz et rock. Et à l'âge de 20 ans, j'ai découvert l'univers classique et j'ai entrepris une formation professionnelle complète de percussion qui a été suivie par une formation complète de chant classique. J'ai été professeur de percussion au conservatoire durant 22 ans, professeur de chant classique et ténor solo dans divers concerts. En parallèle, j'ai vécu à l'âge de 25 ans un profond bouleversement intérieur. J'ai découvert la liberté, une liberté que je ne connaissais pas à travers le message de l'Évangile. J'ai vécu un passage de la religion que je pratiquais jusque-là à une relation avec Dieu qui a complètement transformé ma vie et qui m'a amené à une liberté extraordinaire que je n'imaginais jamais découvrir. Tout cela, ça m'a poussé à écrire, à composer des chansons. Et ça fait cette année juste 30 ans que j'existe en tant que chanteur engagé, puisque Philippe de Courroux n'est pas mon vrai nom. Ça fait 30 ans que j'ai pris ce nom d'artiste. J'ai produit une vingtaine de CD et de DVD, plusieurs clips. Je suis l'auteur de 3 livres et de diverses brochures. Et je suis connu pour de nombreuses actions dans des dizaines de prisons sur 3 continents. Et je suis le fondateur du collectif I Respect Women, aux côtés du célèbre docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, connu sous le nom de l'homme qui répare les femmes. Je suis personnellement aussi connu en tant que lanceur d'alerte dénonçant la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Et tout ça, c'est parce qu'en 2006, pardon, à la suite du visionnement d'un film américano-canadien qui s'appelle Trafic humain, Human Trafficking, j'ai pris conscience de la réalité et de l'ampleur du trafic humain aujourd'hui. Je me suis senti appelé, poussé à dénoncer cela, d'abord avec une chanson, Les filles de l'Est, puis avec un clip de cette chanson, et enfin avec un film documentaire que vous avez ici, Le Nouvel Esclavage, que vous trouvez encore sur YouTube, que nous avons sorti en DVD. Nous avons plusieurs versions originales, allemandes et anglaises aussi, et roumaines. Et nous avons diffusé plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires de ce DVD dans des dizaines de pays et sur Internet. Et c'est ce qui m'a amené à donner des conférences aussi sur ce thème. La thématique du jour euh, traite des êtres humains et industrie du sexe, l'esclavage des temps modernes. Quand on parle d'esclavage, on se dit, eh bien, bon, on sait que l'esclavage a été aboli il y a plus de 150 ans, mais il faut se rendre compte qu'il est encore bien présent aujourd'hui partout dans le monde, y compris chez nous. Chaque année, des millions de jeunes femmes et d'enfants sont victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. La traite des êtres humains ou le trafic humain avec la prostitution et la pornographie constituent les 3 branches d'un immonde marché devenu une industrie gigantesque générant des profits qui se comptent en dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui dépasse le trafic d'armes et de drogue réunis. Et ça s'appelle l'industrie du sexe. Alors, c'est intéressant de s'arrêter sur ce terme, l'industrie du sexe. Et selon Larousse, le terme
Industrie définie, je cite, une activité économique produisant des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières premières. Ça vaut la peine de répéter, je pense. Une activité économique produisant des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières premières. Et ici, les matières premières, eh bien, ce sont des êtres humains. Ce sont des femmes, des femmes qui pourraient être nos sœurs, nos filles, des enfants qui pourraient être nos enfants ou nos petits-enfants, qui sont réduits à l'état de matières premières. Et j'aimerais dire ici que personne n'est à l'abri. Même dans notre Suisse bien proprette, personne n'est à l'abri. J'ai reçu l'année dernière un mail d'une maman qui cherchait du secours. Cette maman était du nord de la France et elle m'a raconté l'histoire de sa fille de 19 ans qui, à un moment, a dit, écoute, euh, moi, j'ai trouvé du travail sur Marseille et puis voilà, je vais quitter la maison et je vais aller travailler sur Marseille. La maman a trouvé bizarre, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais un jour, la maman est allée sur un site de prostitution et là, elle a découvert des images de sa fille, des images bien évidemment de ses parties intimes et un descriptif des services qu'elle proposait. Et là, on est dans quelque chose qui est très, très, très violent. Et cette maman ne savait pas comment contacter sa fille, que faire. Et malheureusement, je n'avais pas de solution à lui proposer. Personne n'est à l'abri d'une telle situation. Comment ne pas s'indigner quand on parle d'industrie du sexe? Comment ne pas s'indigner face à un système criminel exploitant des millions de personnes qui sont considérées comme des matières premières, comme des produits, comme des marchandises que l'on achète, que l'on vend, que l'on loue, que l'on revend, que l'on exploite et que l'on expose comme de la viande sur un étal de boucherie? Comment ne pas s'en indigner? Cette industrie criminelle, il faut comprendre qu'elle s'attaque à la source même de la vie. Elle s'attaque au chef-d'œuvre de la création. La sexualité, expression ultime et extraordinairement puissante de la relation d'amour entre un homme et une femme, est salie, elle est avilie, elle est transformée en un acte qui porte la marque du destructeur. Vous avez noté que je parlais ici de relation entre un homme et une femme. Aujourd'hui, dans l'industrie du sexe, on ne mélange plus simplement les genres, on mélange aussi les espèces. Je vais essayer d'éviter d'être trop cru ce soir, mais euh, il faut comprendre que dans cette industrie, on met en scène des femmes et parfois des enfants avec tous les animaux de la ferme. Et vous trouvez des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, d'images de ce type sur Internet. Alors, l'industrie du sexe, elle repose sur trois piliers. Le trafic humain, la prostitution et la pornographie. Ces trois piliers sont en interaction constante. Ils sont intimement liés entre eux. Le trafic humain, eh bien, alimentent les réseaux de prostitution, mais fournissent également du contenu au marché du porno. Sans entrer dans des détails trop, trop sordides, euh, on- il faut dire que lorsque une jeune fille est prise dans les filets des trafiquants, avant d'être mise sur le marché de la prostitution, eh bien, elle va être conditionnée, elle va être violée des dizaines de fois, elle va
être complètement brisés, complètement déshumanisés. Et ce traitement-là, eh bien, fournit du matériel tout à fait intéressant sur le marché du porno. Le porno, qu'il a comme conséquence? Il va pousser les consommateurs ou le consommateur vers la prostitution. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le porno, on y reviendra plus tard, eh bien, une partenaire normalement constituée ne peut pas accepter de telles pratiques. Donc, les consommateurs, avec cette idée d'aller toujours plus loin, eh bien, ils vont de façon malheureusement évidente, se tourner souvent vers la prostitution. C'est pour ça que les clients des prostituées sont très souvent des hommes qui sont en couple ou qui sont mariés. Donc le porno pousse les consommateurs vers la prostitution qui a besoin de matières premières pour répondre à l'augmentation exponentielle de la demande. La boucle infernale est bouclée, vous l'aurez compris. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'apparition d'Internet, on a assisté à une croissance vertigineuse du phénomène. Un chiffre en dit long. En France, il y a une trentaine d'années, 90% des prostituées étaient françaises. Actuellement, 90% sont étrangères. Est-ce que le nombre des Françaises a diminué? Il n'a pas diminué du tout, mais on a assisté à un afflux massif de filles venues principalement d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie pour quelques-unes et bien sûr d'Europe de l'Est. Alors comment ces filles arrivent-elles chez nous? On a tous les cas de figure, mais le scénario le plus classique est le suivant. Un trafiquant qui peut être membre d'une organisation mafieuse ou une personne tout à fait ordinaire, un homme, une femme. Il y a de nombreuses femmes, spécialement dans la prostitution africaine, qui sont des mamas, qui sont appelées des mamas. Et ces personnes désirent faire de l'argent facile, donc elles vont proposer, elles vont cibler une victime, une proie potentielle, et elles vont proposer du travail à l'étranger à cette jeune fille qui est en situation de précarité ou de vulnérabilité. Et parfois, c'est même la famille, on voit ça surtout en Afrique, la famille va pousser la jeune fille à accepter cette proposition parce que pour la famille, c'est une réelle opportunité. L'opportunité d'un travail en Europe ne se refuse pas. Dès que la fille quitte ses attaches, le piège est déjà refermé. Ce qui est plus piégeant encore, c'est que très souvent la proposition vient d'une personne connue, un ami, voire même un membre de la famille, un oncle, un cousin, une cousine, un ami proche, une personne dont on ne va pas se méfier. Pire encore, dans bon nombre de cas, la proposition vient du nouveau petit ami de la fille, du prince charmant qui vient de débarquer et dont la fille est tombée amoureuse. Et ce prince charmant n'est en fait qu'un rabatteur qui va toucher une belle commission à la livraison de la marchandise. On appelle ce genre de petit ami un lover boy et le phénomène des lover boys s'est répandu, se répand lui aussi à la vitesse grand V. Euh, Entre parenthèses, on trouve sur Internet une formation. Un monsieur, un trafiquant notoire d'êtres humains qui est poursuivi par la justice, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été condamné, propose une formation payante, bien évidemment, pour apprendre à devenir un trafiquant d'êtres humains, apprendre comment on piège une victime, comment on se fait un maximum d'argent dans cette activité-là. Cette formation a déjà été suivie par plusieurs dizaines de milliers de jeunes hommes, notamment dans les pays de l'Est. Ça fait froid dans le dos. C'est la froide réalité.
Alors, bien évidemment, toutes les personnes en situation de prostitution ne sont pas des victimes de trafic humain, mais l'écrasante majorité d'entre elles n'ont pas choisi cette activité, même si parfois certaines, on a tous vu des émissions TV sur le sujet, euh, des femmes, des prostituées qui faisaient l'apologie de leur activité, mais très souvent elles se voilent la face, elles refusent l'évidence. On connaît tous l'adage affirmant que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Et je m'inscris vraiment en faux contre cette affirmation. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est, à mon avis, complètement insensée et vraiment discriminatoire à l'égard des femmes. En y réfléchissant, on réalise que cette affirmation laisse entendre que la prostitution, finalement, a été la première activité que les femmes ont pratiqué. En langage courant, ça veut dire, mesdames, c'est ça que vous avez su faire en premier, c'est dans vos gènes, c'est ça que vous aimez, et en plus, vous nous le faites payer. Et c'est extrêmement avilissant et inacceptable. C'est un mensonge qu'il faut dénoncer. Et personnellement, chaque fois que je parle de ce sujet avec quelqu'un et qu'il me cite cette phrase-là, alors je recadre avec force pour démonter vraiment cet argument. Dans, dans certains milieux, notamment féministes, c'est curieux, moi il manque il manque quelque chose dans ma compréhension. Je ne sais pas comment des femmes qui défendent les femmes peuvent défendre la prostitution, à les comprendre. On a des milieux qui militent pour que la prostitution soit reconnue comme n'importe quel autre travail. On parle aujourd'hui de travailleuses ou de travailleurs du sexe, puisqu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui sont dans cette activité. Et, et voilà, on peut entendre, à mon avis, les revendications d'une minorité de ces personnes, de cette minorité de personnes, qui souvent vivent dans le déni et qui défendent leur droit à exercer cette activité sans être stigmatisés. Ça, on peut le comprendre. Mais tous ceux qui œuvrent dans le milieu de la prostitution vous le diront. Euh, Ils vous diront jamais je n'ai rencontré une personne prostituée qui soit heureuse de faire ce qu'elle fait. Euh, toutes, toutes ces filles désirent faire autre chose, sortir de là, quitter la rue, quitter cette misère, parce que le monde de la prostitution renferme tout ce que la nature humaine peut faire de plus malveillant, de plus abject, de plus sale, de plus moche et de plus pervers. C'est un monde où finalement il n'y a que des perdants. Et au final, même les clients, même les trafiquants sont perdants, même s'ils gagnent parfois beaucoup d'argent. Mais quand tu gagnes de l'argent sale comme cela, au final, tu es perdant. Je me souviens d'une, euh, d'une ex-prostituée, d'une Brésilienne avec qui j'ai parlé il y a une dizaine d'années, qui m'avait raconté son parcours. Cette femme n'était pas victime de trafic humain. Elle a été approchée enfin invitée à venir en Suisse pour être danseuse de cabaret. Et voilà, elle est venue pour danser. Alors, elle dansait en petite tenue, mais elle n'envisageait pas d'aller plus loin. Et puis, on lui proposait un salaire à l'époque, il y a une trentaine d'années, 2500 francs suisses par mois. Donc, c'était un bon salaire. Elle avait fait tout un calcul. Et puis voilà, elle est arrivée en Suisse. Mais qu'on lui avait caché, c'est que de son salaire de 2500, on allait lui retirer 2200 pour le loyer. Donc ça passait de 2500 à 300 francs par mois.
Et très rapidement, au bout de quelques semaines, eh bien, juste pour manger, juste pour survivre, elle a dû se résoudre à faire autre chose que de danser dans la boîte de nuit, de Valorbe d'ailleurs, où elle, J'imagine. Autrement, où elle dansait. j'imagine. Euh, on parle ici pas de trafic humain, mais on parle de prostitution forcée. Et c'est intéressant de faire la distinction. Et cette jeune femme, ce qui m'avait frappé, c'est que quand on s'est rencontrés, ça faisait 10 ans qu'elle était sortie de là. Donc, elle a fait une prostitution, je dirais, une des formes de prostitution pas du tout violente, sans trafic humain, sans Mac derrière, donc une forme soft, on va dire. Et 10 ans plus tard, elle me disait en pleurant à chaudes larmes, elle me disait, Philippe, j'ai suivi divers traitements, diverses thérapies, j'ai vu des euh, psychiatres, psychologues, j'ai suivi des séminaires de la relation d'aide, on a prié pour moi, j'ai eu tout ce que l'on peut faire, mais il y a des marques dans ma mémoire, dans mes souvenirs, qui sont indélébiles, qui ne s'effacent pas. Et puis, elle m'expliquait que, eh bien, dans cette activité, à un moment, il faut, si tu veux un peu accélérer le processus, il faut simuler, il faut jouer ce rôle de prostituée, il faut faire semblant. Elle me disait, tu ne peux pas imaginer les mots que j'ai entendus, les insultes que j'ai entendues. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans ma mémoire et ils ne s'en effaceront sans doute jamais. Ce n'étaient que des mots et pourtant, euh, ça prouve bien que chaque personne en situation de prostitution porte un fardeau de souffrance et d'abus de toutes sortes, parfois à des niveaux que l'on on n'imagine pas, avec des filles qui survivent en abusant de l'alcool ou de diverses drogues, simplement pour pouvoir supporter l'insupportable. En Afrique, par exemple, on a rencontré, c'est tellement difficile quand tu te trouves en face d'une enfant qui se présente et qui te dit, j'ai 11 ans, je suis une ex-prostituée. Et là, euh, à nous, elles ne nous racontaient pas, mais les personnes qui s'en occupent, qui connaissent un peu leur parcours, ces enfants mettent beaucoup de temps à pouvoir raconter ce qu'elles ont vécu, ce qu'on leur a fait subir. Et là, on est dans une dimension dans un sordide voilà, qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer faire ça. On ne pourrait pas imaginer de le faire à une bestiole, mais à un enfant, alors ça dépasse l'entendement. Euh, Laissez-moi vous. J'avais prévu de faire 25 minutes, là on va être plus long. Euh, Vous raconter deux témoignages que j'ai entendus dans des émissions qui ont passé à la TV suisse romande. La première parlait d'une grande maison close en Allemagne. Et la plus grande maison d'Allemagne, un endroit vraiment, vraiment chic, de la prostitution chic, avec toute la sécurité, toute la protection, tout ce qu'il faut. Et puis, dans cette émission, il y avait une de ces travailleuses du sexe qui expliquait son travail et qui racontait avec un air complètement enjoué que elle était vraiment heureuse de travailler là. C'était assez surprenant. Et ensuite, eh bien, le journaliste interviewait le patron de la boîte qui était très content, voilà, d'offrir des conditions de travail extraordinaires à ses employés, etc. Voilà. Et le journaliste est très pertinent. Il lui dit, mais voilà, vous avez des enfants, vous avez un fils, une fille. Quel est votre
à venir pour eux? Quels seraient vos souhaits d'avenir pour eux? Alors, et lui, il dit, bah, j'aimerais beaucoup que mes enfants puissent reprendre la direction de cette boîte parce que vraiment, etc. Et le journaliste dit, et puis, qu'est-ce que vous penseriez si votre fille venait travailler là? Et là, le monsieur, il change de visage complètement. Et il avale sa salive difficilement et il bégaye, il dit non, 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 c'est absolument impossible. Il perd complètement ses moyens. Et là, on voit vraiment ce qu'il y a derrière. Cette, cette vitrine, quelque part, voilà, d'une activité lucrative, finalement assez fun, sécurisée, propre et tout ça, c'est valable pour les autres, mais pour ma fille, jamais. Ça parlait, c'était tellement évident. Et dans une autre émission, une prostituée de luxe était interviewée. On appelle ça des escort girls. Et, et cette jeune femme faisait l'apologie justement de la prostitution. Elle disait, mais figurez-vous, moi, on me paye 15 000 euros pour partir en croisière aux Bahamas pendant 15 jours sur un yacht avec un monsieur bien sous tout rapport, respectueux, cultivé. On a, voilà, 15 000 euros, c'est extraordinaire. Euh, et le journaliste est pertinent, il pose les bonnes questions. Et à un moment, la fille, elle craque complètement. Elle fond en larmes et elle dit cette phrase, j'ai gagné beaucoup d'argent dans cette activité, mais jamais je ne pourrai retrouver ce que j'ai perdu. Et là aussi, on voit la différence entre la façade, cette prostitution finalement assez fun, pourquoi pas cette activité-là, et puis la réalité qu'il y a derrière. Et vous savez, la prostitution, c'est un univers de perversion, un univers de violence, de mensonges et de ténèbres. Et récemment, il y a une quinzaine de jours, j'étais à Bamako, au Mali. On est allé à la rencontre de prostituées là. On a eu un excellent contact avec elles. On a pu, voilà, essayer de leur montrer qu'il y a des hommes qui ne les considèrent pas comme des moins que rien. Et à la fin, après avoir parlé de l'évangile avec elles, euh, et après avoir prié avec l'une d'elles en particulier, je lui ai dit, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Et j'ai vraiment dû insister parce que elle ne voulait pas. Et j'ai vu qu'elle se sentait tellement sale, tellement indigne, et j'ai dû la convaincre. J'ai dit, mais tu sais, moi, je te vois pas, je te vois pas sale, je te vois comme Dieu te voit. Et quand je l'ai prise dans mes bras, j'ai prié avec elle et j'ai dit, mais j'aimerais que tu puisses sentir euh, à travers mes bras les bras d'un père qui t'aime et pour qui tu as de la valeur. Le troisième pilier de l'industrie du sexe, c'est la pornographie. Et vous savez, le trafic humain et la prostitution ne sont pas nouveaux et finalement ne touchent qu'une minorité d'individus. La pornographie, en revanche, est apparue avec les débuts du cinéma et elle connaît, depuis Internet, une croissance exponentielle. Tel un tsunami de perversion et de violence, elle contamine la société tout entière avec, et ça je crois que peu de gens le mesurent, des conséquences désastreuses, en particulier pour la jeune génération. Dans la pornographie, la beauté de la sexualité devient la bestialité du sexe. Parce que, et là encore, certains d'entre nous n'ont pas conscience de cela, la pornographie a changé de visage. Au départ, le porno n'était que du cinéma. On expliquait aux jeunes que, voilà, c'est
C'est du porno, c'est du cinéma. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. Et c'est toujours en partie vrai. Mais aujourd'hui, la majorité des films X montrent une violence toujours plus extrême dans des scènes, malheureusement, bien réelles. On n'est plus dans le cinéma, on est dans la réalité, on est dans l'illégalité et dans la criminalité. Pour étayer ce propos, j'aimerais vous parler d'un rapport qui est paru, d'un rapport signé par le Haut Conseil à l'égalité, le HCE en France, un organe dépendant du gouvernement français, qui a publié en septembre 2023 un rapport intitulé Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique. Et en préambule, une phrase dans ce rapport que je vous cite. Attention à l'extrême violence des propos et des faits rapportés dans ce rapport qui peuvent heurter les lecteurs et les lectrices. Les mots, simplement les mots, sont extrêmement violents parce qu'on n'imagine pas, on ne se rend pas compte. Donc, je vais faire attention aux mots que je vais utiliser ici. Mais pour vous donner une petite idée, euh, un chiffre qui fait état de 90% des contenus pornographiques qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Et on parle de millions de films X sur Internet aujourd'hui. Les derniers chiffres, on les a, ça date de 2022 ou 2023, c'est 3 milliards de clics sur Internet, sur des films X, 3 milliards de clics par année. Et ça veut dire qu'il y a des millions de films pornographiques. Et parmi ces millions de films pornographiques, 9 sur 10 relèvent du pénal. On a compris ce que ça veut dire. C'est que il montre des actes non simulés de violence physique, sexuelle ou verbale envers les femmes et les enfants aussi. Et ces actes, potentiellement, eh bien, tomberaient sous le coup de la loi. Dans ces millions de vidéos, les femmes caricaturées des pires stéréotypes sexistes et racistes sont humiliées, objectifiées, déshumanisées, violentées, torturées et subissent des traitements contraires à la dignité humaine et à la loi. En effet, ces contenus violents, donc je cite toujours le rapport du HCE, répondent pour certains à la définition juridique d'actes de torture et de barbarie. Les femmes sont réelles, les actes sexuels et de violence sont réels, la souffrance est parfaitement visible et en même temps érotisée, pardon. La pornographie n'est pas du cinéma. Aujourd'hui, le porno, c'est quoi? C'est la culture du viol, c'est la déshumanisation des femmes, c'est l'apologie de l'inceste, c'est du racisme, c'est de la pédocriminalité. On trouve sur Internet des dizaines de milliers de films pornographiques mettant en scène des enfants et même des bébés. Euh, de la production à la diffusion de vidéos pornographiques, c'est un véritable système d'exploitation sexuelle à l'échelle industrielle, on y revient, qui s'est mis en place. Et en France, voilà, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours avec des producteurs mis en examen pour viol en réunion, traite aggravée d'êtres humains, proxénétisme aggravé et même viol avec acte de torture et de barbarie. En juin dernier, juin 2023, donc, le HC alertait déjà sur la prolifération de ces millions de vidéos pornographiques diffusant des actes pénalement répréhensibles d'une violence souvent insoutenable. Le HC dénonce l'inaction collective et
et souhaite que les autorités sortent de l'aveuglement et du déni. Mais voilà, ils ont interpellé les autorités françaises et pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. Et pourtant, des solutions existent à l'ère d'Internet. Il y a des solutions qui seraient très faciles à mettre en place. Aujourd'hui, on remarque que malheureusement, il n'y a pas de réelle volonté euh, politique pour freiner, pour réglementer cela. Euh, la pornographie n'est plus du cinéma, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est clairement établi que l'âge moyen auquel les enfants sont confrontés pour la première fois à de telles images se situe en dessous de 10 ans. Et ça, c'est un abus sexuel. Aujourd'hui, le fait de confronter des enfants, un adulte qui montrerait des images pornographiques à un enfant, eh bien, cet adulte-là, il a commis un délit. Il peut être puni par la loi. C'est un délinquant aux yeux de la loi. De la même manière qu'un exhibitionniste qui montre ses parties intimes en public est un délinquant, il sera poursuivi. Aujourd'hui, le problème avec la pornographie, c'est que des enfants en dessous de 10 ans parfois possèdent un smartphone. En 2 clics, ils arrivent sur des sites Internet, ils consomment ça et deviennent eux-mêmes des délinquants, en montrent cela à leurs petits copains. Et ça, dans les cours d'école, c'est extrêmement fréquent. Vous pouvez avoir une protection, une protection, vous pouvez avoir des parents qui veillent, qui ont mis toutes sortes de filtres pour protéger leur enfant de cela, mais dans la cour d'école ou sur le chemin de l'école, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, de nombreux pédopsychiatres s'alarment face aux conséquences désastreuses que produisent ces images dans le développement des enfants. Et la présidente, l'ancienne présidente du HCE, donc le Haut Conseil à l'égalité français, parle de la génération d'aujourd'hui comme d'une génération sacrifiée. Je le disais, il n'existe malheureusement pas de réelle volonté politique en haut lieu pour légiférer à ce sujet, protéger les plus vulnérables. Et je pense que c'est aux citoyens de prendre conscience de cela, d'où la pertinence d'une soirée comme celle-ci, euh, de pouvoir non pas se dire je ne peux rien faire, mais qu'est-ce que je peux faire? À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et déjà parler de ces choses, être conscientisé de ces choses-là, et puis peut-être un premier pas dans cette direction pour sensibiliser les gens. On a créé avec Denis Mukwege donc ce collectif I Respect Women, je respecte les femmes, de pouvoir voilà, adhérer à nos valeurs, propager cela, essayer d'en parler autour de soi. C'est déjà un premier pas. Et puis montrer l'exemple, se positionner différemment. Aujourd'hui, certains prétendent que tous les hommes, par exemple, tous les hommes, je l'ai entendu dans des émissions TV, une intervenante qui disait tous les hommes consomment de la pornographie. Et de pouvoir se positionner en public face à vos amis, face à vos collègues de travail, de pouvoir dire, ben, non, il y a des hommes qui ne sont pas pris dans cette forme d'esclavage. Aujourd'hui, quand je parle du nouvel esclavage, on me dit, mais ça a toujours existé. Euh, Ce dont je veux parler ici, c'est que les esclaves sont des deux côtés. Lorsqu'on est pris là-dedans, on est aussi dans une forme d'esclavage que j'ai connue, parce que jusqu'à 25 ans, j'étais bien pris dans la pornographie. J'ai connu cela, je sais ce que c'est que d'être esclave de cela, je sais ce que c'est que d'en être libéré. C'est d'ailleurs le, le titre du dernier livre que j'ai écrit. Et
Et c'est cela qu'on veut essayer de promouvoir pour montrer qu'il y a autre chose, il y a une dimension qu'il faut, qu'on peut trouver, qu'on peut retrouver, peut-être si on l'a perdu, de vivre une vraie sexualité, de retrouver ce à quoi finalement nous sommes destinés et de pouvoir, eh bien, aider d'autres personnes à retrouver cela aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'attends avec plaisir vos questions. Je pense qu'il y en aura plusieurs parce que le sujet est tellement vaste, on l'a juste un peu effleuré ce soir. Merci de votre attention, en tout cas.